On va, sans plus attendre, démarrer notre première partie et peut-être saluer, en effet, Monsieur Adrien Taquet, Madame Geneviève Chêne, qui, peut-être ou pas, pourront suivre quelques travaux, mais je sais que leurs emplois du temps sont particulièrement chargés, évidemment, vous vous en doutez. Donc nous allons tout de suite accueillir notre premier intervenant et je dirais un peu notre président de la commission des experts des 1000 premiers jours, Boris Cyrulnik, avec un très très grand plaisir qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'introduire cette conférence. Boris Cyrulnik, je ne sais pas s'il faut encore le présenter, neuropsychiatre, on ne le présente plus. Je vais évidemment, avec grand plaisir, comme vous, l'écouter et nous dire mais qu'est-ce que c'est que ces 1000 premiers jours en fait, cher Boris? Alors, merci de m'avoir invité pour raconter une belle histoire. La belle histoire, c'est celle des 1000 premiers jours. Ça évoque un peu Scheherazade, les 1001 jours de Scheherazade, sauf que sur le plan neurologique, les 1000 premiers jours, c'est une période sensible du développement de tous les êtres humains. Parce qu'il y a un tel bouillonnement des neurones que la moindre désorganisation du milieu désorganise le développement. En revanche, la moindre organisation ou réorganisation du milieu réorganise un bon développement. Donc déjà, on a une possibilité d'agir pour corriger ou pour donner un bon départ. C'est pas gagné pour la vie, mais au moins c'est un bon départ. Et ça veut dire que ceux qui ont eu un mauvais départ, c'est pas perdu pour la vie. Parce que c'est une période sensible. Et c'est une période sensible pour le bébé, à cause du bouillonnement des neurones, du bouillonnement des synapses. On dit qu'il y en a 300 000 par minute. Je ne sais pas comment on a fait pour calculer ces 300 000, mais je répète ce qui est écrit. C'est une période sensible pour les parents, parce qu'ils sont jeunes, c'est un événement, c'est une émotion importante de leur vie. C'est donc une période sensible pour la rencontre, l'attachement entre le bébé en train de se développer et les parents qui fournissent une niche sensorielle au bébé. Donc ce moment est important et il faut intégrer des données différentes. À la démarche neurologique, à la démarche endocrinienne, apparaît déjà la démarche culturelle. Si une mère est laissée seule au moment de ses 1000 premiers jours, la niche sensorielle sera appauvrie. Si la mère est entourée par le deuxième parent, parce que là on a un problème avec la signification du mot père. Qu'est-ce qu'un père? On a préféré employer l'expression deuxième parent, parce qu'il y a des cultures où le père n'est pas l'amant. Il y a des cultures où, dans notre culture, quand une femme est seule, c'est la grand-mère qui joue le rôle de deuxième parent, donc de figure paternelle. Ou dans les couples homosexuels, c'est un autre parent qui joue le rôle de père, même si c'est une femme. Et c'est assez important de raisonner comme ça parce que ça veut dire que ce qui compte pour un bébé, c'est d'avoir bien sûr la première niche sensorielle qui est le ventre des femmes. On est tous nés d'une femme. Et la deuxième niche sensorielle, c'est le père, le deuxième parent, dont l'importance est soulignée par les travaux scientifiques actuels, beaucoup plus précoce que ce qu'on croyait, associé à l'image maternelle est différenciée et associée. Donc ça veut dire que même la culture peut jouer un rôle. C'est la définition de l'épigenèse, qui est un très vieux concept qui a été dépoussiéré par la neurobiologie et la neuroimagerie actuelle. Or l'épigenèse, ça veut dire que même s'il y a un déterminant génétique, incontestable, quand un spermatozoïde rentre dans un ovule, ça donne un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame. Donc ça veut dire qu'à ce déterminant génétique inévitable, tout de suite, très tôt, l'environnement sensoriel, l'affection et la culture jouent un rôle majeur, notamment pour sécuriser la femme enceinte. Parce qu'une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte.
Alors on a beaucoup d'exemples. Par exemple, on cite classiquement la famine de Leningrad en 1943, où les armées nazies avaient entouré une ville qui s'appelait à cette époque-là Leningrad, et il y a eu, je crois, presque 1 million de morts de famine parce qu'il faisait moins 50 et que la mer était gelée, donc les vivres n'arrivaient plus. Mais certaines femmes enceintes ont parvenu à ne pas mourir. Et elles ont mis au monde des bébés hypotrophiques, comme on pouvait le croire. Ces bébés ont eu des troubles du développement cognitif. Et ces bébés ne comprenaient pas, avaient du mal, ils étaient instables. Aujourd'hui, on dirait hyperkinétiques. Et tous ces bébés sont devenus très tôt diabétiques et hypertendus. Donc voilà un raisonnement où la culture agit très tôt, dès les premiers jours de la vie du bébé, même avant même sa naissance. Alors, quand le bébé arrive au monde et que la mère a été stressée, la principale cause de stress de la mère, c'est l'isolement. On voit que quand la mère a été stressée, les substances du stress, alors schématiquement c'est cortisol et catécholamine, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les principales, en tout cas c'est celles qu'on dose le plus facilement. Les substances du stress franchissent la barrière du placenta, rentrent dans le liquide amniotique que le bébé déglutit. Donc le bébé avale un liquide amniotique bourré de cortisol et d'adrénaline et de catécholamine, toxique pour son système nerveux. Ce qui explique pourquoi, dans la famine de Leningrad, les enfants sont arrivés au monde avec des altérations cognitives qui n'étaient, je le souligne 10 fois, qui n'étaient pas la faute de la mère, qui était la faute du malheur de la mère, et le malheur de la mère, c'était la guerre, c'était la famine, ça peut être aujourd'hui la violence conjugale, c'est souvent la précarité sociale, c'est toujours l'isolement affectif, l'isolement des femmes enceintes ou des femmes, des jeunes mères. Et on voit qu'en France, aujourd'hui, lorsqu'une mère est en difficulté, eh bien, le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives résiliables. C'est-à-dire que si on entoure la mère sécurisée deviendra sécurisante pour le bébé qu'elle porte, et la reconstruction neuronale se remettra en place en 24-48 heures, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, et de manière beaucoup plus efficace. Alors, lorsque le bébé arrive à la naissance, il entre déjà dans un monde familier. Pendant la grossesse, il a perçu les hautes fréquences de la voix de la mère ont été filtrées par son corps et surtout par le liquide amniotique, alors que les basses fréquences ont été très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique. Ce qui revient à dire que lorsque la mère bavarde avec son mari, dans la vie quotidienne, les basses fréquences franchissent et rentrent très bien et touchent le bébé. Donc, quand la mère parle, c'est comme si elle caressait la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Donc, il y a déjà un lien. Et ça explique pourquoi, dans l'heure qui suit la naissance, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la voix de sa mère, où que soit la mère dans l'espace. Et une femme parle, c'est pas sa mère, le bébé réagit pas, c'est un bruit. Un homme parle, c'est un bruit. Sa mère parle, hop, il tourne la tête et les yeux, où que soit sa mère dans l'espace. Et on voit aussi que le père intervient beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Quand la mère et le père parlent, le bébé, c'est moi, la mère et le père sont là. Ça intéresse beaucoup un bébé de 2 à 4 mois. Quand les parents parlent, ils orientent la tête et les yeux vers la source alternée, rythmée, de la mère quand elle parle, ou du père quand il parle. Quand il y a un tour de parole, ça intéresse beaucoup l'enfant. Alors bien sûr, la parole, à ce stade du développement, c'est un objet sensoriel, c'est un toucher, c'est une sonorité organisée sous forme de prosodie, la musique des mots, mais ça touche le bébé, et ça le touche particulièrement dans des zones cérébrales qui ne sont pas encore ce qu'on appelle un peu vite la zone du langage, mais c'est une zone particulière qui est stimulée et qui petit à petit va s'étendre
pour devenir ce qu'on appelle un peu trop rapidement le lobe temporal gauche, zone du langage. C'est à peu près vrai, mais c'est un peu vite dit. Mais c'est pas faux. Alors ça veut dire que lorsque la mère est malheureuse, le malheur de la mère, ça peut être son histoire, ça peut être son mari, c'est souvent la précarité sociale, c'est toujours l'isolement sensoriel. D'où la nécessité des maisons des 1000 jours, d'où la nécessité de la présence du conjoint, d'où la nécessité de ne pas laisser les femmes enceintes ou les jeunes mères seules, parce que, en effet, les dépressions périnatales augmentent beaucoup, et notamment périnatales postnatales, et même avant la naissance. Et surtout, un phénomène insupportable, c'est le suicide de jeunes mamans, de bébés de quelques mois. Et ça, c'est un indicateur de désorganisation sociale. Parce qu'il y a des cultures pauvres qui ne laissent jamais un bébé seul ou une femme, une jeune mère seule. Or, nous, on est une culture encore assez riche, mais il y a une désorganisation sociale, puisque dans cette belle culture, on laisse les femmes enceintes et les jeunes mères trop seules. Donc là, il y a des décisions, il y a des applications possibles à prendre. Et on constate aussi que lorsque la mère est seule, lorsqu'elle est malheureuse, lorsqu'elle regarde la télévision en allaitant le bébé ou en lui donnant le biberon, plus elle investit ailleurs, en pensant à son malheur, en se distrayant, en regardant les écrans, le bébé tète de moins en moins. Il décroche. Ce qui accroche le bébé, c'est d'abord, dans l'heure qui suit la naissance, le regard. À 30 cm, les saccades oculaires, la brillance des yeux. Si la mère est heureuse et soutenue, je souligne le mot soutenue, si la mère est heureuse, elle va avoir du plaisir à s'orienter vers le bébé qu'elle vient de mettre au monde. C'est ce que Winnicott appelait la folie amoureuse des 100 premiers jours. Folie au bon sens du terme, c'est l'amour fou. Et on voit qu'à ce moment-là, c'est un événement, c'est aussi une période sensible pour les parents. La mère, bien sûr, et le père. C'est aussi une période sensible. Donc c'est un bon accrochage qui tisse les premiers nœuds du lien de l'attachement. Et ensuite, il suffit de tricoter. Le plus dur est fait, l'accrochage est fait. Mais on constate qu'il faut que le père apparaisse extrêmement tôt. Il apparaît pour sécuriser sa femme quand elle porte le bébé. Il apparaît dans les tours de parole qu'on constate extrêmement tôt, dès les premiers mois. Et il apparaît surtout pour répartir les rôles où le bébé s'attache à deux figures d'attachement. Le bébé n'est plus prisonnier d'une seule figure d'attachement. Il apprend à s'attacher à sa mère, forcément, ou à la femme, ou parfois à l'homme qui fait fonction de figure maternante. Il s'y attache, mais il faut, si cette figure d'attachement est la seule, le bébé est un peu prisonnier de cette figure d'attachement. Donc il lui faut une deuxième figure d'attachement pour faire la différence entre deux figures associées et différenciées. Et à ce moment-là, le champ de conscience du bébé s'ouvre et le bébé apprend à aimer de manière différente sa mère, forcément, enfin statistiquement, pratiquement tout le temps, et une autre figure d'attachement qu'on appelle le père, sauf que le père est de plus en plus difficile à définir. Ça dépend de la culture et ça dépend particulièrement des phénomènes culturels qui se passent aujourd'hui, où on voit que le père peut être la grand-mère. Si la femme est seule et qu'elle élève le bébé avec sa propre mère parce qu'elle a divorcé, parce que le mari est mort, etc., c'est la grand-mère qui devient figure paternelle. Ou, si c'est un couple d'homosexuels, c'est l'autre figure d'attachement, homme ou femme, qui devient père. Donc la définition du père, qui a toujours varié selon les cultures, elle varie encore plus aujourd'hui. Alors ça pose une foule de problèmes passionnants, parce que depuis les années 50, le rapport de l'OMS, on sait, les cliniciens soutiennent que s'il n'y a pas d'attachement, c'est la catastrophe pour le bébé et pour la mère, catastrophe neurologique, affective et développementale. Donc, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'altérité, tous les développements s'arrêtent.
on sait les photographier maintenant en neuroimagerie, et on voit en photographie que lorsqu'un bébé est isolé, ou lorsque la mère est dépressive ou malheureuse, la niche sensorielle qui entoure le bébé est appauvrie, et on voit qu'il y a une dysfonction cérébrale. Les 2 lobes préfrontaux ne sont pas stimulés, ils donnent une impression d'atrophie. Les 2 systèmes limbiques de la mémoire, socle neurologique de la mémoire et des émotions, ne sont pas stimulés. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a rien à mettre en mémoire. Ça s'atrophie aussi, ce qu'on photographie sans difficulté. Et une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale rhinencéphalique, qui est un amas de neurones qui se trouve à la face profonde des 2 hémisphères. Ce qui revient à dire que ces bébés, ces enfants qui se développent dans un milieu de carence affective ou de carence d'isolement sensoriel ne peuvent plus maîtriser l'impulsion déclenchée par l'amygdale rhinencéphalique. Ils n'ont ni le contrôle émotionnel, ni le contrôle verbal, ni le contrôle culturel. La moindre émotion se traduit en pulsion. C'est ce qu'on appelle les incivilités. Aujourd'hui, c'est des enfants qui n'ont pas appris, le milieu ne leur a pas appris à contrôler leurs émotions. Ils ont une émotion, ils passent à l'acte. Ils ont un désir, ils passent à l'acte. Parce qu'ils n'ont pas, le milieu ne leur a pas donné la possibilité d'apprendre ce frein émotionnel, verbal, relationnel. Alors, Bowlby, dès les années 50, disait « Le système familial le plus protecteur, c'est le système familial à multiples attachements. La mère, le père, la grand-mère, la tante, la nounou. Les métiers de la petite enfance aujourd'hui prennent une importance croissante parce qu'avant, il y avait toujours un groupe qui entourait l'enfant. C'était souvent un groupe de femmes. Aujourd'hui, ce groupe, si on ne l'organise pas, il n'existe plus spontanément. Et les métiers de la petite enfance prennent une importance croissante parce qu'ils font figure d'attachement secondaire. Et dans ce cas-là, si la mère est défaillante ou si elle travaille, eh bien, il y a un substitut sécurisant qui peut être la 2e figure d'attachement, si le couple s'entend bien, qui peut être la famille, si elle fonctionne encore, mais on sait qu'actuellement les liens familiaux se diluent de plus en plus parce que les enfants prennent des postes au Japon, en Chine, aux États-Unis et que la famille maintenant, elle se rencontre une fois ou 2 par an, souvent par téléphone ou par Zoom. Ça veut dire que les liens familiaux n'ont plus la structure qu'ils avaient avant, où ils étaient parfois un peu étouffants, mais maintenant ils sont peut-être pas assez étouffants, ils sont peut-être un peu trop dilués. Mais pour l'enfant, cet attachement à 2 figures associées et différenciées, ça lui permet d'ouvrir son champ de conscience. J'aime maman de cette manière, j'aime papa d'une autre manière, la grande sœur d'une autre manière, la nounou, l'éducatrice de jeunes enfants d'une autre manière, l'assistante maternelle. Donc c'est une ouverture de sa conscience. Et dans ce cas-là, il a acquis, le milieu lui a permis d'acquérir un facteur de protection. Alors que s'il y a un isolement sensoriel, le milieu donne un facteur de vulnérabilité. Et c'est résiliable, c'est pas définitif, mais c'est une tendance. Lorsqu'un enfant acquiert des facteurs de vulnérabilité, il ne peut pas contrôler ses émotions, si on ne fait rien, ça va se transformer en habitude, en habileté relationnelle, et ça va être son mode habituel de relation, la violence, les cris, les coups, l'impulsion. Qui nous demande de rien faire, alors qu'on sait ce qu'il faut faire. Dès l'instant où cet enfant est entouré, plus on l'entoure tôt, plus la résilience est facile. Parce que le bouillonnement synaptique est intense, c'est une période sensible, c'est le moment où on est le plus efficace pour récupérer un trouble du développement. Donc on peut récupérer un facteur de vulnérabilité, mais si on ne fait rien, il se transforme en habileté relationnelle. On peut imprégner dans la mémoire intense de ces premiers temps, c'est des traces de mémoire, mais ce ne sont pas des souvenirs. Les souvenirs apparaissent plus tard, et pendant les petites années, il y a l'amnésie infantile, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de traces.
il y a des traces qui ne sont pas conscientes et qui ne donnent pas de souvenirs. Mais on voit que si l'enfant acquiert à ce moment-là des facteurs de protection, il a de fortes chances d'arriver à un élan de social, une socialité, un élan social pour l'autre, et il va s'approcher de l'autre, et à ce moment-là, il n'aura plus qu'à apprendre plus tard, à la fin des 1000 jours, il apprendra à parler. Mais ça veut dire que l'association de la mère et du père, ou en tout cas des deux figures d'attachement, l'association au cours de ces 1000 premiers jours est un cadeau pour l'enfant. Ça structure son cerveau et ça lui permet d'acquérir des facteurs de protection ou de facteurs de vulnérabilité. On peut les récupérer au cours de ces 1000 premiers jours. Et on constate que quand on dit qu'il faut que les deux parents soient associés et différenciés, on voit que maintenant que les pères participent de plus en plus aux toilettes de l'enfant, on voit que les styles interactifs sont très différents. Pour les femmes sont plus souriantes, elles toilettent en parlant, et à la fin de la toilette, elles racontent des tas d'histoires. Le bébé adore ça, il est très intéressé par les histoires, les mots qu'on lui raconte. C'est pas des mots signifiés, mais c'est des mots signifiants qui touchent le bébé. C'est important pour lui, ça l'amuse, ça l'intéresse, il regarde intensément. Et à la fin, une femme, à la fin de la toilette de son bébé, quand il est bien mignon et bien propre, généralement, elle lui embrasse le ventre et elle le prend contre sa poitrine. Et quand on a fait les mêmes observations avec des jeunes papas, alors eux, ils se tiennent plus droit, ils rigolent pas, ils font une technique, ils sont sérieux, là, ils travaillent, ils parlent moins, et à la fin de l'interaction de toilette, ils ont un jeu que ne font jamais les femmes, ils prennent les jambes du bébé et ils le font pédaler. Alors ça, c'est très masculin, les bébés adorent ça, et surtout, il y a un jeu que j'ai un peu abusivement appelé le lancer de bébé. Les femmes le font très rarement, prendre le bébé et lui faire l'ascenseur. Ils ne le lancent pas, bien sûr, mais ils font faire l'ascenseur. Les bébés adorent ça. C'est un événement important, et la différence des interactions permet la prise de conscience. Avec cette figure d'attachement-là, j'aurai beaucoup de tendresse, beaucoup de mots. Avec cette figure d'attachement-là, j'aurai des événements intenses. Ça va être intense, mais on va rigoler. Et l'association de ces deux figures d'attachement fait plaisir aux parents. Ils sont associés, et les femmes s'en plaignent pas. Et les hommes découvrent un nouveau plaisir, et les bébés sont sécurisés par une niche sensorielle stable et sécurisée. Alors il y a des erreurs à ne pas commettre et qui sont faciles à réparer. La première erreur, je l'ai dit, quand il n'y a personne, c'est la catastrophe. Catastrophe neurologique, catastrophe affective et plus tard catastrophe verbale. Parce que quand on parle au cours de la 3e année, il y a toute une préparation à la parole qui commence dans l'utérus. Le bébé entend les basses fréquences de la voix de sa mère, qu'il reconnaît après sa naissance, puis il entend des mots qui sont des musiques verbales, des prosodies, puis c'est seulement à partir de 10-20 mois que les mots vont désigner des choses qui s'éloignent de plus en plus dans l'espace. Et on voit que vers le 12e, 14 mois, quand un bébé pointe du doigt pour désigner une chose accessible, nous, observateurs, ça nous permet de comprendre que ce bébé, avec le doigt, pense orienter, piloter le monde mental de la figure d'attachement en l'orientant vers un objet convoité. Il se prépare à la parole. Il a compris qu'on peut agir avec l'index sur le monde mental de la figure d'attachement. Plus tard, il pourra agir sur le monde mental de la figure d'attachement avec des mouvements, des gestes de la bouche, des paroles. Donc c'est un bon prédicteur de la parole. Et c'est un bon prédicteur aussi de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que l'enfant, déjà, commence à se représenter le monde mental d'un autre. Mais je peux piloter, je peux agir sur le monde mental de l'autre. Or ça se met en place progressivement à condition que la niche soit stable. Si la niche est stable, les enfants n'ont pas un développement linéaire, ils ont un développement en marche d'escalier. Ils peuvent être en retard à 7 mois et en avance à 9 mois, ou inversement. Et si la niche est stable,
ce retard, il va le rattraper. Donc, c'est pas grave, il suffit de disposer des tuteurs de développement autour du bébé et l'enfant se débrouillera. Mais si la niche est instable, à ce moment-là, les habiletés s'inscrivent moins dans la mémoire et l'enfant aura des difficultés d'apprentissage. Il apprendra plus lentement les habiletés relationnelles. Ça reste possible à condition de changer la culture, la deuxième niche. Alors on voit que s'il n'y a pas d'altérité autour du bébé, c'est la catastrophe neurologique, affective et plus tard verbale. S'il y a 20 personnes autour du bébé, c'est personne. Un bébé ne peut pas s'attacher à 20 personnes. Donc il lui faut quelques figures d'attachement pour apprendre différentes manières d'aimer. Et là, le bébé a tout ce qu'il faut pour se développer. Alors, ces facteurs de vulnérabilité, on les observe en neurologie, en neuroimagerie, où on voit la dysfonction cérébrale, on voit l'hypertrophie, l'amygdale rhinencéphalique, c'est un amas de neurones, le socle neurologique des émotions insupportables. La haine, la colère, la mélancolie, le désespoir, ça passe au rouge. C'est pas au rouge, c'est l'ordinateur qui donne la couleur rouge, mais ça veut dire que ça consomme beaucoup d'énergie et que ça traduit une émotion que l'enfant n'est pas encore capable de maîtriser, puisqu'il n'a pas les mots, il n'a pas les rituels d'interaction, mais qu'on peut lui donner si la niche est stable. Donc s'il y a personne, c'est la catastrophe. S'il y a trop de monde, c'est personne. La niche sensorielle, c'est quelques personnes stables, associées et différenciées. Et statistiquement, l'enfant a tout ce qu'il faut, se débrouillera pour bien se développer. Alors on voit que quand l'enfant parle, il donnera des raisons. Mais ces raisons ne sont pas des vraies raisons aux sciences scientifiques ou philosophiques du terme. C'est des rationalisations, c'est-à-dire c'est des raisons, ça va donner une forme verbale à un sentiment dont il ignore l'origine. Exemple, Jean Genet est abandonné à sa naissance et il est recueilli par une famille très chaleureuse. Lucie est sa sœur de lait, abandonnée dès sa naissance, recueillie par la même famille. Quand il parle, Jean Genet dit « j'habite chez ces gens-là ». Lucie, sa sœur de lait, dit « il n'y a pas plus gentil que mes parents ». Le choix des mots donne une forme au sentiment. Ils ne savent pas pourquoi l'un est si facile à réchauffer et l'autre reste glacé. Et plus tard, Jean Genet dira « expliquez-moi pourquoi le monde, pour moi, a toujours un goût de chagrin ». Parce qu'il a été isolé sensoriellement et qu'il n'a pas été réchauffé. Alors que Lucie a été isolée sensoriellement, mais a été réchauffée. Et quand ils arrivent dans la même famille, l'un se plaît pas, il est distant, l'autre se plaît beaucoup et elle a des relations affectives qui font que c'est un plaisir d'élever cette petite fille. Alors que Jean Genet n'a pas été facile à élever, alors qu'il était d'une intelligence et d'un talent extraordinaire, c'était quand même un sale gosse. Il a été difficile parce qu'il n'avait pas été réchauffé. Donc ça veut dire que ces prérequis-là se construisent progressivement sous l'effet des tuteurs de développement autour du bébé, ou s'il y a un trauma, d'autres tuteurs, les tuteurs de résilience qui s'organisent autour du bébé. Mère substitut, compensation, donc c'est des tuteurs de résilience qui permettent la reprise d'un autre bon développement. Mais on constate que lorsque une mère parle à son bébé, lorsqu'on parle autour d'un bébé, il entend des bruits, il entend des sons. Donc le lobe temporal gauche consomme de l'énergie, dégage de la chaleur. Si on s'adresse au bébé, c'est une zone précise du lobe temporal qui va traiter les informations, parce que le fait qu'on le regarde, le fait qu'on s'adresse à lui, déclenche une émotion intense. On me parle, alors ça c'est un événement, hop, c'est une zone précise du lobe temporal gauche, ce qui revient à dire que quand on s'adresse à un bébé, on sculpte son lobe temporal gauche et on le prépare à devenir plus tard ce qu'on appellera abusivement la zone du langage. À moi, Françoise Dolto, elle l'avait dit,
parce qu'elle avait un instrument de mesure très fiable qu'on appelle le PIF. Elle était clinicienne, donc elle avait vu, senti que lorsqu'on s'adresse à un bébé, c'est un moment important de sa vie de bébé, dans son monde de bébé, mais elle n'avait pas la méthode expérimentale et elle n'avait pas les capteurs techniques dont on dispose aujourd'hui. Mais elle avait pressenti qu'il fallait s'adresser au bébé. Sauf que si la niche est stable, on s'adresse au bébé qui rentre en maternelle à 3 ans avec un stock de 1000 mots. Si la niche est appauvrie par la mort, par le malheur, par le conflit, parce que la vie n'est pas toujours facile, surtout la précarité sociale, si la niche est appauvrie, un bébé sain rentre en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont se plaire à l'école, vont jouer à faire l'effort d'apprendre et devenir bons élèves. Devinez lesquels vont ne pas comprendre les consignes, vont apprendre à détester l'école ou vont être angoissés par l'école. On voit se développer les phobies scolaires, on voit se développer des troubles somatiques chez beaucoup d'enfants qui disent je ne sais pas pourquoi tous les matins j'ai mal au ventre avant d'aller à l'école, ou je dois avoir une angine, j'ai mal à la gorge, ou j'ai des diarrhées. Beaucoup d'enfants disent ça parce qu'ils n'ont pas appris le tranquillisant naturel qui est la parole, qui ne peut s'acquérir que dans une niche sensorielle stable. Donc ça veut dire que on peut agir et que maintenant, sur tous les stades de développement, et que on peut agir et préparer à l'arrivée à un style relationnel qu'on appelle l'attachement. Or, cet attachement, maintenant, c'est une théorie qui est acceptée dans pratiquement toutes les universités et toutes les cultures, parce que c'est une théorie de praticiens. C'est pas les laboratoires, les philosophes sont importants, mais parfois leurs théories sont un peu coupées du réel. Là, ce sont des praticiens, des OS. Ce sont des OS qui disent, quand je sécurise le bébé comme ça, ce bébé-là, il est facile à sécuriser. Celui-là, il est, disait Brazelton, on ne peut pas le sécuriser. Bon, c'est des comportements naïfs de la clinique quotidienne que la science, maintenant, peut expliquer. Et on constate qu'à 10-12 mois, les enfants qui ont été entourés par une niche sensorielle stable, avec une alternance, première figure d'attachement, nous adultes on dit maman-papa, mais première figure d'attachement, autre figure d'attachement, ces enfants à 10-12 mois manifestent tous des comportements qu'on appelle les attachements sécures. C'est-à-dire que ces enfants ont confiance en eux, ils ont acquis une estime de soi, ils n'ont pas peur des autres. Quand un autre arrive, ils sourient, ils tendent les bras, ils ont un élan vers l'autre. C'est difficile de résister à un bébé comme ça. Il est capable de transformer n'importe qui en bonne mère en 2 gestes et 3 sonorités, 3 babiles. En revanche, un bébé sur 3 n'a pas acquis ce style, cet élan vers l'autre. Parce que, en lui, une maladie, autour de lui, un malheur, un accident, quelque chose fait que la niche sensorielle a été un peu désorganisée et il a acquis un autre style d'attachement. C'est les attachements insécures, schématiquement. Il y a les évitants, parce qu'ils ont peur de l'autre, et ils tournent la tête. Ils sont moins gratifiants à élever. Or, un enfant, c'est injuste, mais c'est comme ça, un enfant qui nous séduit, on a envie d'aller vers lui, de lui parler, de jouer avec lui, on améliore son développement. Un enfant qui ne nous séduit pas, parce qu'il est évitant, il tourne la tête, il regarde à côté, parce qu'il est ambivalent, il adresse les gens qu'il aime, c'est des enfants difficiles à aimer, ou au contraire parce qu'il est confus et qu'on ne sait pas comment faire avec lui, on comprend pas. Beaucoup de parents disent on ne peut pas lire cet enfant, on ne peut pas lire dans l'âme de cet enfant. C'est résiliable, c'est plastique. On n'est pas pétrifié, on est en constante évolution, mais il faut prendre conscience de ce qu'on peut faire pour faire évoluer différemment. Et c'est possible, et on constate que ces attachements sont flexibles. Et lorsqu'on arrive à la niche verbale, avant que l'enfant
ait accès lui-même à la maîtrise de la parole, c'est-à-dire avant la 3e année, l'enfant commence à employer une dizaine de mots qui désignent des choses dans le contexte, puis il désigne des mots de plus en plus loin, puis il désigne des choses totalement impossibles à percevoir. Mais c'est pour ça il faut parler. Donc c'est après les 1000 jours. Mais la préparation à la parole, qui est assez importante dans le monde humain quand même, la préparation à la parole se fait progressivement par la sensorialité et par la sécurité. Et on constate que les enfants qui ont acquis une dysfonction cérébrale, résiliable, mais pas toujours résiliés, ces enfants-là sont soumis à la pulsion, les incivilités. Ces enfants-là éprouvent toute rencontre comme une agression. Pourquoi tu me parles comme ça ? J'ai besoin de ça, je le prends. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'avaient pas de stabilité tutorisante autour d'eux. Donc, mais ça aussi, on peut intervenir. Il y a des choses, des méthodes tout à fait simples et nécessaires. La musique très tôt, les comptines associées au mouvement de main. La musique synchronise les émotions des enfants et on sait que quand les enfants jouent au rythme ou chantent des comptines, ils se sentent en familiarité. Les enfants à qui on chante quelque chose et à qui on demande de chanter, l'hyperkinésie arrête. Ils se mettent à chanter, ils apprennent, ils s'adaptent, et la musique fait des petites populations d'enfants qui parlent très tôt et qui se socialisent très facilement, parce qu'ils n'ont pas peur de l'autre. La peinture, le dessin, et quand l'enfant parle, les contes, qui sont tous des contes d'horreur, mais ça c'est pour plus tard, les contes d'horreur ont un effet sécurisant. Mais ça, c'est plus tard quand on parle. Parce qu'ils racontent une histoire d'horreur. Les enfants seuls ont peur. Quand ils sont seuls, ils sont anxieux. Mais ces contes-là leur disent, il y a toujours une solution. D'accord, le petit, tu as peur d'être abandonné. Le petit poussé a été abandonné. Mais regarde, il a trouvé des cailloux blancs. Et quand il a retrouvé ses parents, il y a eu un rebond d'affection. Qu'est-ce qu'ils étaient contents de retrouver le petit poussé. Donc ça a une fonction tranquillisante. Quand on travaille dans les pays en guerre, à quoi jouent les enfants ? À la guerre. Parce que le théâtre qu'ils inventent leur permet de contrôler leurs émotions. Donc ils ont un degré d'autonomie, un début d'autonomie, et c'est eux qui inventent leur tranquillisant naturel. Mais avant d'arriver à ce degré d'autonomie, un enfant, un bébé, est sous l'emprise de son milieu. Il est soumis à sa mère, à son père. C'est pas lui qui décide, c'est nous qui décidons pour lui. C'est nous qui décidons comment on va organiser sa niche sensorielle. Donc là, on a un degré de responsabilité. Et puis, je vais finir, donc j'arrive maintenant. Les préjugés culturels peuvent jouer un rôle important sur la manière dont un bébé se développe. Par exemple, quand j'étais enfant, on nous disait, il faut pas, quand un bébé pleure, il ne faut pas le prendre dans les bras parce que ça va le rendre capricieux. C'était le stéréotype que tout le monde récitait. Donc on laissait pleurer les bébés et effectivement, après quelques heures de pleurs, ils ne pleuraient plus parce qu'ils étaient désespérés. Ils avaient appris le désespoir. C'est pas la peine que je pleure, personne ne viendra. Alors Mary Ainsworth a fait un travail très simple d'observation expérimentale. Elle a chronométré la courbe des pleurs des bébés. Tous les bébés ont une courbe des pleurs d'abord descendante, puis remontante au 3e trimestre. C'est ce que les psychanalystes appelaient l'angoisse du 8e mois. C'est un schéma de raisonnement, mais ça dit pas mal de vérité. Et elle a constaté que les bébés qui avaient été secourus au moment des pleurs du 1er trimestre pleuraient moins au 2e trimestre et réaugmentaient assez peu leurs pleurs au cours du 3e trimestre. Alors que les bébés qui avaient été abandonnés, non secourus au cours du 1er trimestre, pleuraient un peu moins au cours du 2e trimestre et réaugmentaient beaucoup leurs pleurs au cours du 3e trimestre. Ils avaient appris le désespoir et l'angoisse. Alors effectivement,
ces enfants-là, quand on les laissait pleurer, ils finissaient par ne plus pleurer parce qu'ils étaient seuls, isolés. Mais au 3e trimestre, on leur avait appris le désespoir et l'angoisse. Donc, cette manière de raisonner prouve que les enfants sont investis très différemment selon la culture. Pendant des millénaires, le sexe avait seulement une fonction sacrée et sociale. Fonction sacrée, mettre une âme au monde pour adorer Dieu. Fonction sociale, mettre un garçon, de préférence une fille, au monde pour faire la guerre ou pour travailler à la mine 15 heures par jour. Le stéréotype social disait qu'il faut dresser les garçons, il faut les préparer à la guerre, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais enfant après la guerre. On nous disait, vous ne traverserez pas, vous les garçons, vous ne traverserez pas la vie sans connaître une ou deux guerres et plusieurs bagarres de rue, vous devez vous y préparer. Or, actuellement, on constate que l'urbanisme joue un rôle majeur dans l'organisation de cette niche sensorielle. Il y a des quartiers, il y a des grands appartements où les parents sont associés et coordonnés parce qu'ils ont des diplômes comparables, parce qu'ils ont le désir de bien s'entendre, chacun permettant à l'autre d'avoir un répit au moment de l'éducation, parce que sinon la dépression d'épuisement, le burn-out n'est pas rare du tout. Et puis surtout apparaissent deux phénomènes insupportables, l'augmentation des incestes, l'apparition et le pic de suicides. Alors il y a les dépressions périnatales, après la naissance et même avant la naissance, l'idée de mettre au monde un enfant, et puis le pic de suicide de jeunes mamans, de bébés de 2 à 4 mois. C'est le signe de désorganisation sociale. Quand l'inceste augmente, c'est que la société est désorganisée, que les hommes, parfois les femmes, mais plus souvent les hommes, mais il y a des femmes incestueuses, il y en a moins que d'hommes, mais plus qu'on le croit, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas pères, parce qu'il y a une anomie familiale. Et ils n'ont pas appris à contrôler leurs pulsions, ils ont un désir, ils passent à l'acte. Et ça, c'est un signe, cette anomie-là est un signe de désorganisation sociale. Et le suicide des jeunes femmes est un signe de désorganisation sociale auquel on peut remédier. Organiser la maison des 1000 jours, demander au conjoint d'être là, demander à la famille, aux amis d'être là, et dans ce cas-là, il y aura pas de solitude maternelle, et je prévoit que le taux de suicide diminuera. Donc on a une possibilité d'agir sur le milieu qui agit sur les jeunes femmes. Et dans les milieux à salaire convenable, donc à métier convenable, on constate que c'est possible et que là, il y a presque la parité. Alors que quand il y a les petits diplômes, maintenant c'est l'école qui fait la nouvelle hiérarchie sociale, c'est les diplômes. Avant c'était la force physique, le courage, l'art de la guerre, ou le bien, la terre, le château. Maintenant c'est le diplôme qui fait la nouvelle aristocratie. Ceux qui ont des petits diplômes ont des petits salaires instables, des métiers non gratifiants, des petits logements, et quand une jeune maman met au monde un bébé et qu'elle doit donner 900 € pour payer une assistante maternelle alors qu'elle-même gagne 1000 ou 1200 €, elle arrête de travailler et là on voit apparaître la disparité sociale qu'on cherche à combattre. Donc l'éducation permet de remédier, on sait ce qu'il faut faire maintenant pour remédier, pour agir sur le milieu qui agit sur le développement de l'enfant. Et on voit que dans ce mode de raisonnement que je vous ai proposé, c'est pas de causalité exclusive linéaire. Je fais partie d'une génération où quand on voyait une névrose obsessionnelle apparaître à 20 ans, on expliquait la névrose en disant c'est parce que sa mère l'a mis sur le pot trop violemment quand il avait 12 mois. Je vous promets que j'ai entendu cette explication. Bon, ça vous fait sourire, je vois malgré votre masque que ça vous fait sourire, c'est la réaction adaptée. Mais maintenant, on raisonne en termes écosystémiques. La mère, bien sûr, le père, la culture, la structure familiale, les 4 ou 5 figures d'attachement. Ce qui veut dire que dans cette nouvelle manière de raisonner, le bébé a changé de représentation.
Les parents sont des nouveaux parents. Jamais les hommes ont été des pères comme aujourd'hui, et les mères sont des nouvelles mères, actives, diplômées, socialisées. Donc c'est des nouveaux parents, c'est une nouvelle niche sensorielle. Quand ça se passe bien, ce qui est fréquent, on continue, mais quand ça se passe mal, on a une possibilité d'agir sur le milieu qui agit sur l'enfant. On a donc un degré de liberté, mais on a donc un degré de responsabilité, et on verra comment les politiciens qui nous gouvernent, on va voir ce qu'ils font de nos découvertes. Un grand merci, Boris Cyrulnik, pour ce panorama finalement de cette niche sensorielle. Alors il y a évidemment beaucoup de questions. Je vais essayer de résumer. Vous avez planté finalement un décor écosystémique, en effet, et c'est sans doute, je crois qu'on va, ça va être un petit peu le fil rouge de ce colloque, puisque finalement, en effet, on est devant une nouvelle organisation sociale et un défi finalement pour l'ensemble de la société, pas seulement sur les parents. Et je voudrais revenir parce qu'il y a des questions autour de justement ce stress que communiquent les parents, ou plus exactement pendant la grossesse la mère. Comment ne pas culpabiliser les mamans alors qu'on leur donne, et on va leur donner encore plus d'informations aujourd'hui, puisqu'il y a cette volonté, ce besoin d'avoir de l'information sur cet impact du stress qu'on appelle le stress toxique. Alors le stress est toxique, et cette manière de raisonner est totalement, enfin essentiellement déculpabilisante de la mère. C'est pas la mère qui transmet les substances toxiques, c'est le malheur de la mère. Le malheur de la mère, ça peut être la violence, c'est souvent la violence conjugale. On l'a vu avec le confinement, 2 jours après, le 119 était saturé. Parce que les appartements étaient trop petits et que les gens ne se supportaient plus. Donc ça veut dire que c'est pas je le répète volontairement, c'est pas la mère qui est la cause de la transmission des substances du stress, c'est le malheur de la mère. Ça peut être son histoire, ça peut être son mari, c'est presque toujours la solitude, l'isolement, ça peut être la dilution familiale que notre culture est en train de faciliter et d'organiser, ça peut être, c'est très souvent la précarité sociale. C'est pas la faute de la mère, la précarité sociale. Et la guerre, c'est pas la faute de la mère. Or, les enfants, pendant les périodes de guerre, beaucoup d'enfants arrivent avec Shaul Harel à Tel Aviv, la photographier. Dans les guerres chroniques, et autant que dans les guerres aiguës, les enfants arrivent au monde avec des altérations cognitives qu'on sait photographier et doser et observer. C'est pas la faute de la mère s'il y a une guerre. C'est pas la faute de... Donc, je pense que je le redis volontairement, c'est pas la mère, c'est le malheur de la mère qui fait que, c'est-à-dire son entourage, son histoire et son entourage, qui fait qu'en effet, elle sécrète des substances du stress. Ces substances du stress franchissent la barrière placentaire, rentrent dans le liquide amniotique, et quand la mère parle, elle stimule le bébé qui déglutit un liquide amniotique bourré de substances du stress. C'est la faute de la mère, ou c'est la faute à ceux qui ont provoqué le malheur de la mère? Donc je pense que ça confirme encore plus, ma réponse, merci de la poser, ça confirme encore plus la nécessité de raisonner en termes écosystémiques et de voir qu'il faut surtout, la priorité, c'est de lutter contre l'isolement des femmes et des jeunes mères. Alors, une dernière question. Mais qui a concerné, je pense, beaucoup de personnes qui nous regardent, qui sont des professionnels, c'est comment entrer en collaboration avec la mère en difficulté. Comment faire pour, en tant que professionnel, construire, collaborer et contribuer finalement à cette construction de cet écosystémique proximal qui peut permettre d'atténuer l'impact de l'environnement sur l'enfant. Alors, pour répondre à votre question, il y a des gens qui ont fait une méthode expérimentale, c'est les attentats du 11 septembre à New York. J'ai un ami qui est professeur à Bordeaux et qui a eu l'idée géniale d'étudier les syndromes psychotraumatiques des petits-enfants à Bordeaux, alors que l'attentat avait eu lieu à New York. Et il a constaté beaucoup de syndromes psychotraumatiques chez les petits Bordelais. Qu'est-ce qui a transmis le trauma ?
c'est la réaction affolée des parents qui effectivement ont été impressionnés, comme on l'a tous été. Ils ont été impressionnés, mais ils n'ont pas contrôlé leurs expressions. On a des méthodes, il y a un malheur, on va chercher à comprendre ce malheur et on va le surmonter. C'est la définition de la résilience. Et dans ce cas-là, quand on invite les parents, s'il y a un groupe autour de paroles autour des parents, la maison des 1000 jours, un club, une famille, des amis, on invite les parents, les journalistes, les fabricants de mots, qui mettent en scène et expliquent voilà ce qui s'est passé, voilà comment on se défend, voilà comment on peut se protéger. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de syndrome psychotraumatique. On voit que les enfants, dans un premier temps, sont ce que sont leurs parents. Si les parents sont stressés, les enfants le deviennent. Si on sécurise les parents, les enfants sont sécurisés. Et on voit que si on explique aux parents, il y a un problème, la pandémie, c'est un problème. Les attentats, c'est un problème. Mais on va faire ce qu'il faut pour prévenir et pour se protéger. Donc on a des solutions et on se retrouve dans la situation du petit poussé dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as peur de l'abandon parce que tu es un enfant et que peut-être tes parents sont un petit peu en difficulté, mais on a des petits cailloux blancs qui permettront de faire une fête affective quand tu retrouveras tes parents. Alors, une autre question, peut-être j'avais dit la dernière, mais comme je vois qu'il y a quand même cette question autour des 1000 premiers jours. Et on va le redire et on le redira, mais je pense que c'est très important cette question sur finalement, est-ce qu'il est trop tard de bien se développer pour un enfant après ces 1000 premiers jours ? Alors c'est la question qui a justifié la résilience, les études sur la résilience. Avant, on avait des raisonnements linéaires. Quand un enfant était mal parti dans l'existence, donc altéré, les enfants abandonnés, qui se balancent sans cesse, qui s'auto-agressent dès qu'ils ont une émotion trop forte, parce qu'ils n'ont pas les moyens, la parole, la relation, les rituels pour calmer cette émotion, ils s'auto-agressent. Ils se mordent, ils se griffent, ou comme l'ont vu tous les praticiens, ils se tapent la tête par terre ou sur le mur avec une violence qui m'effrayait. J'avais peur tellement ils s'auto-agressaient fortement. Cher Bagnonescu, Violetta Stan, les Roumains avec qui on a travaillé, ont sécurisé l'environnement de l'enfant avec des substituts ou avec des parents, des éducateurs formés aux théories de l'attachement et de la résilience. 50% des enfants de Ceausescu ont été récupérés. Et pourtant, c'était tard, c'était bien après, l'intervention est arrivée bien après l'isolement sensoriel de ces enfants. Si l'intervention était intervenue plus tôt, ça aurait été 80-90% de ces enfants auraient été récupérés. Donc les troubles sont faciles à acquérir au cours des 1000 premiers jours, mais la résilience neuronale est très facile à déclencher au cours de ces 1000 premiers jours. Lorsqu'on a travaillé avec une institution qui recueillait des enfants abandonnés près de Marseille, ces enfants avaient tous des troubles de l'électroencéphalogramme, surtout des troubles du sommeil, une avance au sommeil paradoxal et des pointes. Dès que ces enfants ont trouvé un environnement sécurisant, le sommeil s'est réorganisé en une nuit ou deux. Ce qui veut dire que la sécrétion des neurohormones a repris et que la reconstruction, l'enfant redémarrait son développement et sa reconstruction, parce qu'il avait quand même une petite blessure, une grosse blessure, et pourtant il redémarrait sa construction. La résilience neuronale est la plus facile à déclencher. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik, d'être venu parmi nous depuis 7. Je sais que vous allez y retourner très vite. Je vous remercie d'avoir ouvert ces travaux et encore un grand merci pour tous ces travaux autour des 1000 jours. C'est moi. On va passer maintenant à la deuxième séquence avec Maya Gracier, qui est professeure de psychologie du développement à l'université Paris-Nanterre et dont les travaux de recherche sont essentiellement basés sur les interactions sociales du bébé dans son environnement.